Grâce matinale, l'interview politique. Laetitia Avia, on a vu que l'actualité politique s'occupait beaucoup de cette question des parrainages ces 2 dernières semaines. Vous en pensez quoi, vous, de ce mal qu'ont certains partis minoritaires à vouloir accéder à trouver des parrainages? On a l'impression que c'est plus compliqué que les autres années. C'est un sujet qui est complexe et c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a une recomposition du paysage politique et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont hors parti en fait et donc c'est plus difficile de s'organiser, de se structurer pour avoir les parrainages. Après moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut absolument tout balayer et renverser le système des parrainages parce qu'aujourd'hui, on repose aussi sur un système de sondage finalement. Et on dit on a tel candidat qui a X% dans les sondages et qui devrait donc avoir ses parrainages. Mais les sondages, c'est pas non plus la démocratie. Et donc, il faut faire attention à ne pas donner trop de pouvoir aux sondages. Je suis assez favorable au système de parrainage. Là où j'ai une difficulté, et on l'a vu par exemple avec la candidature de Christiane Taubira, qui a renoncé à sa candidature, je pense que c'est une candidate qui aurait pu avoir ses 500 parrainages, mais il y a des pressions. Et là, il y a un problème, il y a un vrai problème démocratique. Et justement, vous parlez d'un problème démocratique. À l'heure actuelle, il est possible que certains candidats très hauts dans les sondages n'aient pas leur parrainage. On ne va pas les nommer directement ici, mais est-ce que vous n'avez pas peur, justement, d'une autre crise démocratique qui serait celle de renforcer l'abstention par l'absence de ces candidats à la présidentielle dans quelques semaines ? C'est là toute la difficulté et je pense que tous les candidats majeurs auront leur parrainage parce qu'il y a eu des appels larges à parrainer. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler ce sujet pour l'avenir. Mais moi, je garde quelque chose en tête. Être président de la République, c'est une lourde tâche. C'est une tâche qui demande de travailler avec énormément de parties prenantes. Les élus, les corps intermédiaires, les différents lobbies. Et je me dis, quelqu'un qui n'arrive pas à rassembler 500 parrainages, est-ce que cette personne est à même de gouverner un pays comme la France? C'est assez compliqué. Alors, vous êtes arrivé en 2017 à La République En Marche et vous avez été élu et député. Qu'est-ce que vous tirez de ce mandat de 5 ans? C'est quoi votre sentiment alors que bientôt le mandat sera remis en jeu? Oh là là, ça c'est une question qui est pas simple du tout. On se souvient de toutes les séquences médiatiques sur ces nouveaux députés de La République En Marche qui viennent d'autre part que les personnels politiques habituels. 5 ans après, vous en tirez quoi? 5 ans après, je pense que je suis restée authentique. Je pense que je suis toujours j'essaye toujours de répondre vraiment à cette demande de nos concitoyens, d'être le plus près possible du terrain. Je suis pas passée du jour au lendemain de la case de société civile à société politique. Société politique, élite de l'ancien monde, etc. Je crois vraiment que ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à maintenir, ce renouveau démocratique, cette façon d'aborder les choses différemment. Moi, j'en tire un bilan positif, bien sûr, de ces 5 années. J'ai réussi à apporter des sujets importants. Je vois qu'on a engagé avec le président de la République une vraie transformation du pays. Après, ça a été 5 années, mais dur. On a enchaîné crise sur crise. Je pense que notre élection fait aussi partie d'une crise. Cette crise démocratique. Le quinquennat d'Emmanuel Macron était plus dur que des quinquennats passés, ou est-ce que finalement c'est le lot de tout président d'avoir leur crise en cours de mandat, puisqu'on pense notamment à Nicolas Sarkozy qui a eu la Géorgie et la crise économique, on pense à Chirac qui a eu la Tchétchénie, on pense à François Hollande qui a eu les attentats et d'ailleurs l'invasion de la Crimée, et on pense à Emmanuel Macron qui a eu la pandémie en plus, mais... Il y a eu un certain nombre de crises. Je pense qu'on a démarré, et on fait partie d'une crise démocratique, cette envie vraiment de renouveler complètement la classe politique, c'est un premier élément. Donc la République En Marche serait en tout cas le catalyseur de cette crise démocratique? Non, je pense qu'on est une manifestation de cette volonté de nos concitoyens de renouveler la démocratie. Et donc, s'il y a cette volonté, c'est parce qu'il y a une crise. On a eu des attentats, on a eu la crise sanitaire, la guerre aujourd'hui, la crise des gilets jaunes. C'est beaucoup en 5 ans, mais c'est aussi peut-être à l'image des difficultés rencontrées dans notre pays et on a mis en tout cas toute notre énergie pour résoudre cela. C'est ça aussi le plus important, c'est ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas renoncé, jamais. Alors, en tant que député, vous allez terminer votre mandat avec un projet de loi qui a porté votre nom et qui a connu quand même remous et divers remous. La loi Avia, vous en tirez quoi de cette expérience de la loi Avia? Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Et déjà préciser même à nos auditeurs ce que c'est que la loi Avia, puis ensuite on parlera de son parcours.
Alors, cette loi qui, en effet, porte mon nom, pour but de réguler les réseaux sociaux et lutter contre la haine en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déposé une première proposition de loi qui a été largement censurée par le Conseil constitutionnel, mais pas totalement. Et puis ensuite, j'ai repris les travaux et j'ai réintégré de nouvelles mesures dans un autre projet de loi. Donc, in fine, on y arrive. In fine, on arrive à réguler les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce texte est maintenant porté à l'échelle européenne. Mais ça a été un long combat. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la régulation des réseaux sociaux, concrètement, tout le monde me disait que c'était peine perdue, qu'on ne peut pas lutter contre les géants du numérique, qu'on ne peut pas appliquer nos lois de la République à des géants américains et dans la sphère digitale. Et non, je suis contre ce défaitisme. Il a fallu beaucoup de travail. La première censure nous a quand même permis de garder une mesure qui est essentielle, c'est celle d'avoir créé un parquet numérique. Et c'est ça qui a permis de poursuivre dans l'affaire Mila, par exemple. Et ce que je retiens vraiment, c'est que le législateur français peut être puissant s'il est déterminé. Haine en ligne, réseaux sociaux et politique, vous parliez de la recomposition démocratique et la crise démocratique. On pense d'emblée à la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier pour lequel les réseaux sociaux ont joué un énorme rôle. Quelle est selon vous la bonne place que doivent avoir aujourd'hui les réseaux sociaux dans la politique en France ? Et peut-on dire que Zemmour est un candidat jeuxvideo.com ou un candidat Twitter ? Alors c'est deux questions différentes. On va commencer par la deuxième. Zemmour est un candidat qui utilise énormément les réseaux sociaux, le darknet, et qui justement a recruté dans son équipe des personnes qui savent utiliser cela, qui ont des armées de trolls et qui savent vraiment utiliser les dérives des réseaux sociaux. Et même, je me permets, des équipes qui ont essayé de réécrire des pages Wikipédia pour les faire... oui, enfin ça, tout le monde... Oui, mais ça a été mis à jour et ça fait partie de sa stratégie pour légitimer une partie de ses idées et des fausses informations qu'il fait circuler collectivement. Il y a vraiment une stratégie assez forte et une maîtrise des outils des réseaux sociaux pour faire passer des fake news et aussi pour utiliser des hashtags qui sont utilisés communément sur les réseaux sociaux pour renverser complètement leur sens. Donc il y a une vraie stratégie offensive. Ensuite, moi je pense que Internet, les réseaux sociaux, c'est avant tout un lieu de communication, de partage d'informations et que cela doit le rester. En particulier dans cette période de crise sanitaire où la campagne de terrain est plus difficile. Donc et où beaucoup de personnes ont appris aussi à utiliser Internet et les réseaux sociaux. Donc nous, on doit pouvoir l'utiliser. Ce que je dis aux plateformes quand je les vois, c'est que là où il y a une difficulté, c'est que à la radio, à la télé, on garantit le pluralisme des idées. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. Et l'enfermement algorithmique fait que finalement, on ne peut voir qu'un type d'idée et justement considérer cela comme étant une vérité. Donc moi, je suis aussi pour une régulation qui permet d'assurer le pluralisme des idées sur les réseaux sociaux. Justement, parlons de régulation des géants du numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de la PFUE, le Digital Service Act et le Digital Market Act sont en bonne voie en tout cas. Vous les trouvez crédibles, ces deux textes ? C'est quoi votre avis dessus ? J'en suis extrêmement satisfaite. Le Digital Services Act, donc le DSA, nous l'avons anticipé. Ce sont les mesures justement que j'ai fait voter en France et j'ai travaillé avec le commissaire Thierry Breton à sa finalisation. C'est une règle assez simple. Dans mon premier texte, j'avoue, j'allais un petit peu trop loin. Je demandais aux plateformes de faire 100% du boulot et à la moindre erreur, pouvaient se prendre des sanctions jusqu'à 1 million du chiffre d'affaires. Ok, c'était un petit peu trop. Là, ce qu'on dit, c'est on vous donne les ingrédients d'une recette pour que la modération fonctionne. Les ingrédients principaux. On vous donne pas le dosage, on vous donne pas la recette, on vous laisse la faire. Si ça marche, tout va bien. En revanche, si vos réseaux sociaux sont vicieux, s'il y a de la haine, s'il y a de la désinformation, on veut le dosage, on veut la recette et on la corrige. C'est pas mal, je pense, comme nouvelle formule. C'est quoi la part de lobbying à l'échelle européenne qui permet de passer de la formule extrêmement stricte de l'origine à la formule diluée qu'on a actuellement ? C'est pas tant le lobbying européen, c'est la décision du Conseil constitutionnel. À partir du moment où on s'est pris un mur du Conseil constitutionnel sur l'obligation de résultat, il a fallu qu'on passe sur une obligation de moyens. Et l'obligation de moyens, on l'a faite la plus forte possible. Mais quand je vois le lobbying actuel des plateformes contre cette obligation de moyens,
je me dis que c'est quand même assez fort. Il fallait passer par l'Union européenne pour vraiment mettre au point un dispositif juridique et de régulation suffisamment fort. La France aurait pu faire quelque chose toute seule ou, au contraire, c'est un peu un aveu d'échec de nos outils à nous pour les réguler? On a voté une loi française qui est déjà en application aujourd'hui. Et donc nous, on porte l'impulsion européenne. Les Allemands aussi ont une loi, les Autrichiens aussi ont une loi. Donc bien sûr qu'on peut agir à l'échelle nationale. Ensuite, si on veut être plus fort, plus puissant face à ces grandes plateformes, c'est l'échelle européenne. On a vraiment l'impression que pour vous, les sujets digitaux sont vraiment au cœur de votre mandat. La question que moi je me posais, c'est comment est-ce que ça se fait? Et là, j'ai besoin de votre analyse, sans doute peut-être plus historique, puisque vous semblez connaître à fond le sujet. Comment est-ce que ça se fait qu'on n'a pas de GAFA européens? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une réaction européenne quasiment de protection face à des GAFA qui sont historiquement américains ou bientôt historiquement asiatiques? Je pense que ça va avec l'histoire de la Silicon Valley et c'est comme ça que se sont créés aussi ces géants et c'est vrai que c'est peut-être pas dans la culture européenne ou française et on est en train, nous, de développer d'autres alternatives qui, je pense, n'arriveront jamais au niveau de ces géants américains. Mais en revanche, nous, on peut devenir les géants de la régulation. Les géants de la protection des utilisateurs, c'est pas mal aussi. Cela dit, le gouvernement met en place des mesures d'accompagnement, de recherche, d'innovation. Je crois que Cédrico, il n'y a pas si longtemps, a débloqué 1 milliard d'euros pour le cloud français. Exactement. Donc, il y a une vraie stratégie française du numérique. Et vous pensez pas que, justement, peut-être avec les ambitions des programmes européens, Horizon Europe, qui déploient des millions et des millions d'euros pour accompagner des projets, notamment dans le numérique, vous pensez pas qu'on pourrait faire émerger, peut-être pas un GAFA français ou strictement français, mais un GAFA européen, quelque chose qui nous donnerait à nous, Européens, un contrepoids? Ce que je ressens, et c'est vraiment un ressenti personnel, c'est qu'on n'a plus envie de géants. C'est qu'on veut revenir à une échelle plus modérée. Et je pense qu'on va pouvoir développer une multitude d'acteurs européens, une multitude d'acteurs français aussi, mais qu'on ne veut plus de cette hégémonie de ces grands acteurs qui nous emprisonnent aussi dans l'utilisation de nos outils numériques. Carlyle. Alors, un peu plus politique. À quand l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron? Nous l'attendons tous avec impatience. Et j'en fais partie aussi. J'ai une question pour terminer. On voit beaucoup sur vos affiches 5 ans de plus. On se demande, mais quels seront les grands chantiers du président de la République s'il venait être réélu? Merci de poser la question que j'allais poser. Et je pense que le président de la République, la majorité, doit continuer la transformation du pays. Il faut dire qu'on a commencé une transformation du pays. Et ensuite, on était beaucoup dans une gestion de crise, même si on a continué quand même de travailler beaucoup. Mais je pense qu'il y a certains sujets. Alors, il y a la question numérique, évidemment, sur laquelle on doit continuer d'avancer. Et la crise nous l'a montré d'autant plus. Il y a de vrais chantiers en matière d'éducation, en matière de transition écologique. Il y a une vraie volonté de nos concitoyens. Tout cela sont des sujets qui sont sur la table. Et puis, il y a une question de justice sociale qu'on en retrouve beaucoup. C'est ce qui a fait naître la crise des Gilets jaunes. C'est pas parce qu'on a eu une autre crise après qu'on doit oublier celle-ci. Donc vous allez abandonner, vous allez abandonner la réforme des retraites? Non, je n'ai pas dit cela. C'est juste que je ne l'ai pas évoqué au titre des priorités. Mais je crois que cela est bien sur la table, en effet. Il y a quand même une question cruciale, c'est que là, vous nous décrivez un quinquennat d'Emmanuel Macron dans la réponse aux crises, et les affiches comme l'évoque Carla, il appelle un quinquennat de la construction. Et pourtant, on a l'impression que le feu des Gilets jaunes n'a pas été éteint, qu'il y a toujours un ressentiment latent dans la politique française. D'ailleurs, Éric Zemmour est sans doute le candidat de ce ressentiment. Il essaye en tout cas. Il essaye en tout cas, mais on a vraiment l'impression que le ressentiment n'est pas éteint. Peut-être que le bout du tunnel arrivera sur ces crises. Est-ce que vous n'avez pas peur de reprendre pour 5 ans de réaction au ressentiment ? C'est un risque, c'est une réalité. On ne peut pas prévoir cela. Mais si on prend la crise des Gilets jaunes, je pense qu'il y avait 2 aspects. Il y avait une question démocratique et on y a répondu avec le grand débat. Alors après, est-ce que le grand débat, ça doit pas être quelque chose d'un peu plus institutionnalisé, ce qui doit pas avoir lieu peut-être tous les ans? Est-ce que on doit pas retourner plus régulièrement dans l'arène avec ces échanges sans filtre? Et pourtant, à la suite de ces grands débats, à la suite de Gilets jaunes, mais aussi des manifestations en lien avec le pass sanitaire, la France est passée, selon le classement Forbes, de mémoire c'est Forbes qui fait ce classement, de démocratie à démocratie défaillante. Selon un certain nombre de critères auxquels moi j'adhère pas forcément. Vous savez, si on prend ces derniers mois de crise sanitaire, il n'y a aucune démocratie qui a autant débattu, qui a autant sollicité son Parlement.
on a passé énormément de temps de débat démocratique. Alors en plus du temps qu'ils ne voient pas forcément, parce qu'il y a le temps en commission, il y a le temps dans l'hémicycle, les navettes, etc. Mais notre démocratie, elle est là, elle est vivante. Et c'est là que je trouve qu'il y a une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à montrer la vitalité, l'importance de notre démocratie auprès de chacun. Clairement, c'est une difficulté qu'on a aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Je pense que il y a un défaut de visibilité, de communication, il y a une défiance, il y a cette idée de tout de suite se dire ce qui me vient d'un politique, est-ce que c'est pas de la manipulation de l'information? Il y a un lien à resserrer. Moi, je vois que depuis que je suis une élue, on considère que je suis passée dans une autre catégorie. Et pourtant, Laetitia Avia n'a pas complètement changé d'ADN entre le 17 et le 18 juin 2017. Et ça, il faut continuer de le faire entendre à chacun. Carlyle. Vous êtes député, vous maîtrisez bien le droit parlementaire, j'imagine. On a vu le passage du député, du président de la commission des finances, Éric Woerth, au sein de votre majorité. Pensez-vous qu'aujourd'hui doit rester à la tête de cette commission des finances, commission censée être aux mains de l'opposition? Je pense qu'en politique, on doit remettre un peu de bon sens et qu'il y a des débats qui sont des débats stériles. Ce qu'Éric Woerth nous dit, moi, je suis en soutien du président de la République pour son prochain mandat. Il ne dit pas qu'il valide forcément ce qui a été fait aujourd'hui, mais il dit, je pense qu'il faut qu'on lui donne les moyens de faire mieux, selon sa version des choses, selon lui, parce que moi je pense que c'était déjà bien ce mandat-là, mais au prochain mandat. Il reste une semaine de débat parlementaire. On va réorganiser des élections. On va tout refaire pour une semaine de débat parlementaire qui en plus ne sollicite même pas la commission des finances. C'était ridicule comme débat et je pense que c'est ça qui fait aussi que beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas ce qu'on fait dans cet hémicycle quand on a des petits débats de ce type. Après, entre la majorité présidentielle et la droite, il suffit d'apporter son soutien à Emmanuel Macron pour terminer Premier ministre. On va passer aux questions... on a aussi des personnes de gauche qui nous rejoignent. Beaucoup. Mais on va aussi on va parler un petit peu plus de questions culturelles maintenant, puisque comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une émission culturelle et politique. Première question, est-ce que dans tout ce temps parlementaire qu'on imagine prenant, vous arrivez à lire? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisiez? Est-ce que vous lisez encore? Alors, je lisais beaucoup à titre personnel, des romans, mais alors maintenant, je lis beaucoup trop de livres politiques, d'autant plus que je suis membre du jury Lire la Société. Et donc, je lis beaucoup de livres politiques, oui. Et plus largement, pardon Alban, puisqu'on parle d'activités littéraires culturelles, la lecture en fait partie, on parlait il y a peu avant l'antenne vous me disiez que vous alliez au théâtre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport à la culture? Parce que la culture, c'est pas seulement la littérature, Alban, on en parle beaucoup dans cette émission, mais c'est le théâtre, les musées sont ouverts. C'est comme la confiture. Alors, c'est beaucoup de choses. Alors, déjà, je vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais sachez que moi, je suis une grande fan de comédie musicale. Et donc, moi, je vais régulièrement regarder des comédies musicales. Je suis allée voir le Roi Lion récemment et j'y retournerai d'ailleurs. Et puis, je vais aller voir demain une pièce qui m'a été recommandée. Le titre, c'est Femmes qui ont réveillé la France. C'est pas mal. Avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochnek. Donc c'est encore, bien sûr, c'est aussi lié à mon engagement politique, mais je pense que justement dans la culture, on arrive aussi à retrouver ces valeurs, ces engagements. Le temps passe, alors on va rentrer vraiment dans les questions un peu plus... celles qui fâchent un peu plus sur la culture. Bon, cette année, les Césars n'ont pas été marqués par quelques revendications comme la précédente édition. C'est quoi votre avis sur la souffrance qu'a pu ressentir le monde culturel pendant ces années de Covid? Même s'il était aidé, on sent qu'il a souffert. Il s'est senti inutile. Dès le début, on lui a expliqué « vous n'êtes pas essentiel ». Ce terme essentiel ou on a tous dit c'était maladroit évidemment et oui, il y a eu beaucoup de souffrance dans le monde du spectacle parce que c'est le monde du spectacle vivant en fait, et donc quand il ne peut pas vivre, il s'éteint. Moi, j'ai beaucoup accompagné le syndicat qui les représente. J'ai beaucoup de culture sur ma circonscription. J'ai l'Accor Arena, c'est là où on a organisé le concert test d'Indochine. On avait cette vraie volonté de montrer oui, la culture peut s'organiser malgré la crise. On a assez aidé la culture en France? Est-ce qu'on a assez aidé la culture pendant la crise? Financièrement, oui. Après, je pense que ce que nous disent les acteurs du monde culturel, c'est que finalement, au-delà de l'argent, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir jouer, pouvoir retrouver leur public. On parlait tout à l'heure de la puissance des GAFA. On
on a aussi quand même en France la chance d'avoir un atout qui est notre soft power culturel. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez? Est-ce qu'on protège suffisamment la culture française? Est-ce qu'on en fait suffisamment une force offensive? Alors, je pense que oui. Ayant vécu notamment au Canada, j'ai pu mesurer le rayonnement de notre culture outre-Atlantique. Et je crois que oui, ça fait partie d'une de nos grandes fiertés. Une de nos grandes forces aussi, c'est peut-être une réussite de ce quinquennat, c'est la mise en place d'un pass culture qui permet aux jeunes de disposer d'une enveloppe qui leur permet d'acheter des biens culturels. Et on a entendu des voix s'élever pour critiquer un dispositif qui permettait de valoriser les mangas, les jeux vidéo. Jean-Luc Mélenchon, je crois, s'est exprimé il n'y a pas si longtemps pour dire le bien qu'il pensait du jeu vidéo comme formidable objet à l'intersection de plusieurs arts. Et de soft power, parce que la France est quand même leader. Oui, on pense à Ubisoft notamment, qui a des studios français. Et donc, est-ce que vous pensez aussi que c'est une des failles de ce pass culturel, de viser un peu à côté de ce qu'on imagine traditionnellement comme la culture, ou au contraire, peut-être une de ses forces? Une fois n'est pas coutume, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il ne faut pas se dire que on doit reposer sur ce que nous considérons comme étant des éléments de bonne culture pour nos jeunes. Il faut au contraire pouvoir écouter, voir ce qui leur plaît et les accompagner. J'ai vécu cette situation Noël dernier. Je voulais acheter un livre pour ma petite nièce. Je vais en librairie. Je veux lui acheter des choses qui me plaisent à moi. Et en fait, ma libraire me demande ce qui lui plaît. Et là, je comprends qu'en fait, il faut que je lui achète un manga. Alors, j'en ai acheté 2. Un manga du type de ce qu'elle aime. Et puis, je lui ai acheté l'histoire de Martin Luther King en manga. Et je pense que là aussi, ça peut l'amener vers moi, mais via le format qui est celui qui lui convient. S'il y avait une réforme culturelle à mener pour le prochain quinquennat, ce serait laquelle? Je pense que ce serait culture pour tous, en particulier dans les quartiers d'éducation prioritaire. Je crois que dans ces quartiers, nous devons maximiser l'accès à la culture. J'ai pu voir des jeunes vraiment s'ouvrir, s'épanouir lorsqu'on les sort en fait du premier champ auquel ils ont accès. Et je crois que c'est là aussi la clé de la réussite. Autre question culture. Bon, la vraie question, c'est qui n'aime pas Roselyne Bachelot? Tout le monde aime Roselyne Bachelot. Tout le monde aime Roselyne ce qu'elle Bachelot. est, mais en tant que personnage. En revanche, la véritable question, c'est comment est-ce que vous expliquez que sur un quinquennat, on n'a eu qu'un seul ministre de la Culture intimement lié, professionnellement lié au monde culturel? Comment est-ce que ça se fait qu'on n'a pas de ministre de la Culture qui soit dramaturge, auteur ou artiste depuis quand même pas mal d'années? Je pense pas qu'on puisse dire que Roselyne Bachelot n'est pas intimement liée au milieu culturel. Professionnellement liée. Elle est docteur en pharmacie de mémoire. Elle n'est pas autrice, elle n'est pas écrivaine. Mais c'est pas ça le but. fait partie du but. Non, je pense pas parce que c'est pas parce qu'on est alors en plus j'ai trouvé un mauvais exemple, on doit pas être flic pour être ministre de l'Intérieur. Non. Et je pense que justement il faut sortir de ce tunnel et de cette façon d'aborder les choses. Je pense que Roselyne Bachelot aime profondément la culture et que pour être ministre de la Culture, il faut aimer profondément la culture avant tout. Bon, c'était notre dernière question puisque le temps file. Merci Laetitia Avia d'être venue ce matin dans notre matinale. C'était un plaisir de vous recevoir et on vous souhaite une bonne campagne présidentielle puisque en attendant qu'Emmanuel Macron devienne candidat, il va falloir qu'il se déclare un jour, vous aurez une campagne à mener en express. Tout à fait. On mène campagne quoi qu'il en soit parce que je pense que quoi qu'il en soit, on a des choses à dire dont 50+. Amis auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Grâce matinale, votre rendez-vous culturel et politique du jeudi matin, et retrouvez-nous en podcast dès cet après-midi sur vos plateformes habituelles. Dès cet après-midi à peu près, selon l'humeur de la technique apparemment. À bientôt chers auditeurs, merci pour votre fidélité, au revoir.